Voilà, donc Alexandre, Alexandre Majreville est un enseignant-chercheur de conférence à Centrale-Ville. Il vient du laboratoire l'AMQ, si je ne me trompe pas, c'est ça, l'AMQ. Voilà, c'est marqué d'ailleurs, en mécanique multiphysique multi-échelle. Il va intervenir pour environ 2 heures. Donc, si j'ai bien compris, 1h15 de présentation approximativement. Ouais. Et puis ensuite, des questions. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Alexandre Majreville. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Donc ça fait 8 fois qu'il dit je suis Alexandre Majreville, donc ça n'a pas changé. Pour vous situer rapidement, je suis donc à Centrale-Lille, laboratoire de mécanique, je suis plutôt en matériaux pour ma part. Et moi aussi j'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingé, j'ai découvert en stage qu'il ne fallait surtout pas que je sois ingénieur. Et je suis devenu maître de conférence à la suite. Alors la thématique du jour, ressources et pénuries, c'est bonne ambiance, je vous le dis tout de suite. Non, mais on va bien s'amuser, vous allez voir. N'hésitez pas à avoir des questions. Alors c'est vrai qu'on a prévu un temps de questions sur la deuxième partie. Notez, intervenez, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, vous me dites. Je crois même que j'ai numéroté mes diapos. Non, je n'ai pas numéroté mes diapos. Pas grave. Grosse erreur, première erreur. Bon. Alors, le contexte, qu'est-ce que c'est? C'est ce fameux développement durable. Et pour bien situer le contexte, je vous ai tracé ici la courbe de la consommation d'énergie primaire dans le monde, en fonction de l'année. C'est des chiffres qui sont très faciles à trouver. Alors, dans l'ensemble de tout ce que je vais vous montrer, à peu près tout est disponible en libre accès sur Internet. J'ai fait un travail de recherche sur Internet, d'agglomération de tout ça, mais toutes ces informations sont disponibles. Il y a très peu de choses qui sont un peu plus compliquées à aller chercher. Donc la consommation d'énergie primaire dans le monde, alors MTEP, ce sont des mégatonnes équivalent pétrole. Vite, c'est pas bien grave. On consomme à peu près 14 000 mégatonnes équivalent pétrole par an à l'heure actuelle, et je vous ai mis sur cette courbe quelques éléments influenceurs de l'évolution. Alors, dans la courbe du développement durable, ce qui est important, la première grande date, c'est le rapport Meadows, dont vous entendrez parler plus tard. Le rapport Brundtland, c'est la définition du développement durable au niveau des Nations Unies. Une question? Ah, c'est l'énergie consommée, alors c'est l'énergie, c'est avant les rendements. L'énergie totale consommée. Donc le rapport Brundtland, la définition du développement durable au niveau des Nations Unies, le sommet de la Terre de Rio en 92, le protocole de Kyoto voté en 95 et mis en action complète en 2005, les accords de Paris en 2008, on voit très nettement l'influence de la politique mondiale du développement durable, comme vous le notez. Ou alors, on peut lire cette courbe différemment en notant un choc pétrolier, un autre choc pétrolier, une crise des subprimes, et on pourrait rajouter la crise du Covid, évidemment. J'ai pas remis cette courbe à jour, enfin bon, je pense que le message est assez clair. Et donc, on va faire une transition énergétique et écologique. Mais cette transition, elle va se baser sur des technologies dont vous avez entendu parler, le solaire photovoltaïque, les voitures électriques, etc. Tout ceci repose sur une consommation de matières premières. Le tableau qui est là vous montre quelques exemples, notamment de consommation de métaux. Et je vais même m'offrir le pointeur. Voilà. Donc les métaux ici, en fonction de la technologie, le moins consommateur de métaux, c'est le solaire thermodynamique, c'est-à-dire que ça consiste à concentrer le rayonnement du soleil sur un point pour faire chauffer un truc. Donc on a besoin de miroirs. C'est pour ça qu'il faut du cuivre un petit peu, et puis surtout de l'argent pour faire la face réfléchissante. Tout le reste va consommer énormément de ressources, alors pas forcément énormément à l'unité, mais sur la masse qu'on est censé produire, énormément de ressources métalliques, alu, chrome, cobalt, cuivre, etc., etc. Donc on va essayer de comprendre un petit peu comment ça c'est censé se dérouler. On va parler déjà des cris d'alarme, de où sortent ces ressources, bien faire la différence entre les ressources et les réserves, ce qui est un point très important en fait dans le discours, comprendre le problème de l'énergie, et puis ensuite on regardera un petit peu les conséquences que tout ça a. Et si on a le temps, on fera un petit point sur le recyclage parce qu'il faut arrêter de croire que c'est de la magie. Vraiment.
Alors les cris d'alarme, on commence par les horribles écolos décroissants, retour à la bougiste. Vous allez trouver très facilement ce genre d'infos sur Internet en tapant épuisement des ressources, des choses comme ça. C'est vraiment des trucs très basiques. Et puis on voit, là par exemple, le zinc, c'est la fin du zinc en 2021 sur le tableau de gauche. À droite, c'est la fin du zinc en 2025. On est foutu. Alors, évidemment, c'est faux. Mais c'est pas totalement faux non plus. En fait, on va le voir dans la suite, c'est un mauvais calcul, qui est parfaitement stupide, mais qui a quand même une certaine réalité. Mais il ne faut pas le prendre comme étant la fin de telle ressource. Certainement pas. Par contre, c'est probablement le début des gros ennuis sur certaines ressources. Donc il y a des inquiétudes géologiques sur l'approvisionnement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des inquiétudes géopolitiques. Par exemple, vous savez qu'il y a eu un petit incident entre la Russie et l'Ukraine récemment. Or, la Russie, juste sur son économie, repose à quasiment 50% sur les ventes de ressources énergétiques, hydrocarbures et produits raffinés. 10% sur les ressources métalliques et à peu près 10% aussi sur pierres et métaux précieux. Je suis en train de vous dire que 70% de l'économie russe repose sur l'extraire de la matière du sol. C'est massif. Et du coup, nous, on dépend de ça. L'Ukraine fournit aussi l'Union européenne en ressources énergétiques et métalliques. Et si on regarde de près, la Russie fournit à peu près 30% des importations de l'Union européenne en ressources énergétiques. C'est un problème. 7% de la production globale de nickel qui sert dans les inox notamment. 40% du palladium, 10% du platine, etc. On va pas tous les faire, c'est pas grave. Donc on est dépendant, et on peut aller même plus loin. Ici, ce diagramme-là sur les flux de pétrole dans le monde, si vous regardez, alors on ne va pas tout regarder, mais simplement les chiffres là qui correspondent aux importations de l'Europe depuis la Russie, 265,8, c'est quoi, des millions de tonnes de pétrole qui viennent de Russie vers l'Europe. C'est pratiquement le plus gros chiffre du tableau. Pour le gaz, c'est pareil, on est à 171,1 milliards de mètres cubes. On est très très dépendant de la Russie et de ses pays satellites. Si avec ça, mais on peut se compliquer encore l'existence, ça a des répercussions dans tous les sens. Et là, si vous regardez les cours de la bourse sur le pétrole à votre gauche, voilà. Au moment de la crise ukrainienne, du début de la crise ukrainienne, le pétrole a flambé, on est passé à 125 $ à un moment. Le gaz, vous savez tous qu'il a augmenté, l'électricité augmente, etc. Et on a été au point où, c'est là, ici, sur le nickel, le prix du nickel est passé en 2-3 mois de 18 000 à plus de 30 000 $ la tonne. On est arrivé au point où le London Market Exchange a bloqué les transactions, et annulé les transactions les derniers jours. Ça, c'est pour le marché libre. Donc, des inquiétudes géopolitiques sur l'approvisionnement. Il y a aussi des gens très confiants, et ça, c'est un diagramme assez classique finalement. Ce sont les réserves de pétrole dans le monde. Et il y a 30 ans, quand j'étais jeune à l'école, on nous disait il y en a pour 30 ans de pétrole. Bon. Et puis, finalement, il y en a pour 40 et 50 ans de pétrole. Aujourd'hui, on a encore 50 ans de réserve de pétrole devant nous. Donc il y a des gens qui sont très confiants et qui vont vous dire mais non, tout va bien parce qu'on en découvre en permanence. Alors c'est vrai, mais en fait c'est de moins en moins vrai quand même. Il y a 30 ans, 40 ans, la connaissance du sous-sol n'était pas la même qu'aujourd'hui. On le connaît quand même beaucoup mieux maintenant. Et la connaissance des mécanismes géologiques qui mènent les géologues à penser que certains endroits vont receler de certaines ressources, ça a beaucoup évolué aussi. Donc là, finalement, l'inquiétude, pour moi, elle est plus climatique. Parce que si on a réellement 50 ans de pétrole devant nous, on va avoir des problèmes. Et ça, c'est que le pétrole, il y a le gaz et le charbon derrière. Et puis, si on regarde un petit peu ce que disent les spécialistes, alors il y a plusieurs visions, mais ça se rapproche quand même. Là, je vous mets une citation du directeur de l'Agence internationale de l'énergie. C'est pas un hippie. Alors, il nous dit aujourd'hui, les données nous montrent une différence grandissante entre nos ambitions climatiques renforcées et la disponibilité des minéraux critiques essentiels à réaliser ces ambitions. Pourquoi il nous dit ça? Parce que les besoins en matériaux dits critiques augmentent fortement avec les technologies nouvelles. Un exemple en haut, une voiture électrique contient à peu près 200 kg de matériaux dits critiques, alors qu'une voiture conventionnelle en contient une quarantaine de kilos.
En dessous, ce sont des technologies de production d'énergie, d'électricité notamment. Vous voyez que l'éolien consomme beaucoup plus de ressources que le nucléaire, le charbon ou le gaz pour produire 1 mégawatt. Donc il va falloir aller chercher ces ressources. Et ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, alors ça dépend, ils ont fait plusieurs scénarios, hein, SDS, LZ2, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Suivant le scénario, on doit multiplier par 4 ou par 6 la demande en minéraux. Et sur certains minéraux, c'est très embêtant parce que, vous voyez, entre 2020 et 2040, là, dans le scénario le plus gentil, hein, le SDS, on est censé multiplier par 42 la production de lithium. Bon courage. Le graphite par 25, le cobalt et nickel par 20. Pour vous donner une idée, ça représente 16% de croissance par an. Sur des métaux qui sont déjà exploités depuis 150 ans. Ça en arrive au point que l'Agence internationale de l'énergie nous dit, sur des éléments comme le cuivre, le lithium ou le cobalt, qui sont assez importants dans la transition, puisque le cuivre c'est conducteur, c'est quand même à ça que ça sert, le lithium et le cobalt pour les batteries, la courbe en rouge c'est la courbe de demande, et la courbe en bleu, alors bleu foncé c'est la production en cours, et bleu clair c'est la production qui va être mise en production dans les temps qui viennent. Donc l'Agence internationale de l'énergie nous dit simplement, on ne suivra pas la demande dès 2025. Très largement. Pour aller plus loin dans les spécialistes, on a une donnée qui s'appelle la criticité. On a parlé de matière critique, voilà, la criticité, ça s'évalue suivant deux axes, vous les avez là. L'importance stratégique pour l'industrie de la région considérée et les risques sur les approvisionnements. Plus on est en haut à droite, plus c'est critique, et ce que ce diagramme nous dit, c'est que pour l'industrie française, les éléments les plus critiques sont le zirconium, le tungstène, le dysprosium, le praséodyme, le néodyme. Tout ce qui est en violet, là, ce sont des terres rares, les éléments en bas, classification. Les éléments en vert, ce sont les platinoïdes, c'est des métaux plutôt rares et chers. Il y a quand même du monde sur ce diagramme. On va distinguer donc l'importance stratégique pour l'industrie, donc c'est tout ce qui est application. Nous, en France, on va considérer qu'on a plutôt besoin de matériaux pour la haute technologie, parce que nous sommes censés avoir une industrie de haute technologie. Et les risques sur les approvisionnements, c'est tout, c'est la géopolitique, c'est les quantités de matières premières, c'est qui, en termes de pays ou en termes d'entreprise, est propriétaire des ressources. Donc les évaluations sont faites par des instituts nationaux, adaptés au contexte évidemment. Aucune notion d'écologie derrière, c'est pas du tout le problème. Alors en fait, si, il y a deux points. Ils tiennent compte des possibilités de recyclage et des capacités de recyclage actuelles, et ils tiennent compte de l'évolution des réglementations qui sont souvent limitantes pour l'exploitation de certains éléments un petit peu difficiles. On va voir, on va en parler tout à l'heure, des conditions d'exploitation. Donc là, c'est une évaluation française par le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. On a la même carte ici pour l'Europe, à l'échelle de l'Europe, c'est la Commission européenne qui fait ça. Et puis si on zoome, là, voilà, l'élément le plus critique pour l'Europe, c'est le magnésium, qui n'apparaît même pas sur la carte française. Donc c'est vraiment une histoire de contexte. Et puis si vous avez des questions simples là-dessus, LRE, donc ce sont des terres rares du début, et HRE, ce sont les terres rares plutôt lourdes. Et PGM, c'est les Platinum Group Metals, donc c'est le groupe du platine. Cette diapo, alors c'est pas, je ne vais pas la détailler, c'est juste pour vous montrer que c'est une question qui est prise très au sérieux par les politiques. Ça, c'est donc l'Union européenne aussi qui trace ce genre de carte. Il y a des commissions spécialisées sur les matériaux, sur les approvisionnements. À gauche, on a la carte des ressources potentielles de matériaux critiques en Union européenne, donc on en a. Le problème qu'on a avec ces ressources critiques, c'est que les ressources qu'on a en Europe sont sur des mines de petite taille. Donc ça va coûter cher à exploiter. Et en plus, il se peut qu'en Europe, on ait des droits miniers un petit peu plus complexes, un petit peu plus demandeurs que dans d'autres pays. Et donc les coûts vont aussi être beaucoup plus élevés. Pour cette première partie, résumé très simple, la criticité des ressources est une notion économique, pas vraiment de lien avec le reste. La notion d'approvisionnement est centrale, donc il y a des grandes questions de géopolitique derrière.
Réaliser une croissance verte mondiale basée sur l'électrification et les énergies renouvelables de haute technologie est assez probablement fantasque. Ou alors, autre possibilité, ça peut être juste nous, et pas les autres. Sur une planète finie, les ressources sont limitées, ça on va en reparler longuement, mais la mesure dépend de l'évaluateur, et donc pourquoi? Eh bien allez, on va plonger tout de suite dans la croûte terrestre. 2 minutes de géologie. Ça va être simple, ne vous inquiétez pas. Donc on a la croûte continentale, la croûte océanique. En dessous, le manteau. C'est inutile de penser à aller voir dans le manteau. On n'ira pas exploiter les données des ressources du manteau. La croûte terrestre en elle-même, ou océanique d'ailleurs, la croûte terrestre fait à peu près 30 km de profondeur, d'après cette carte. Ça dépend des endroits, parfois 50, 60, 70. La croûte océanique fait 10 km de profondeur de façon assez cohérente partout. Ce qui m'intéresse, c'est ce diagramme-là. C'est l'évolution de la température en fonction de la profondeur. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez que le sol, si vous creusez de 3 mètres, il va être à 13-14 degrés par ici. Si vous continuez de creuser, vous vous rapprochez doucement du noyau et donc il y a une source de chaleur. Le diagramme là, il vous dit qu'on a mesuré qu'il faisait quasiment 400 degrés à quelques kilomètres de profondeur. On a quelques mesures plus profondes. En fait, le gradient est de l'ordre de 20 degrés par kilomètre. Donc si vous voulez exploiter une mine à 20 km de profondeur, 20 x 20, 400, ça fait déjà 400 degrés. Vous n'envoyez pas des ouvriers à 400 degrés. Par ailleurs, la mine la plus profonde du monde à l'heure actuelle, elle est à 3900 mètres de profondeur. Il doit déjà faire 70-80, donc ils ont un système de ventilation qui envoie en plus, il faut de l'air pour que les gens respirent. Il faut alimenter. Donc les conditions de travail sont absolument exécrables. Le coût qui va derrière est démentiel. C'est d'une mine de diamants en mémoire. Ça allait pas être du fer à 3900 mètres. Donc on n'ira pas chercher à 20 km de profondeur, c'est pas la peine. Je vous ai dit, la plus profonde actuelle, c'est 3,9 km. Ils envisageaient de faire une mine à 10 km de profondeur pour de l'or, mais ça me paraît complètement fantasque aussi. Il va faire 200 degrés. Dans la croûte terrestre, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vaste question. L'élément le plus présent dans la croûte terrestre, c'est l'oxygène, mais il est toujours associé à quelque chose. Ses copains les plus fréquents, c'est le silicium et l'aluminium. Voilà, hop. Silicium, aluminium. Les éléments fréquents, c'est sodium, magnésium, potassium, calcium, fer, un peu de titane. Et puis, vous voyez que l'échelle est logarithmique, on va très très vite diminuer. La plupart des métaux courants, par ici, sont déjà vers 10 puissance 2, c'est-à-dire 10 000 fois moins fréquents dans la croûte terrestre que le silicium. Et si on va chercher les terres rares, on est encore plus bas. Et si on va chercher les métaux précieux ici, on est à un facteur 10 puissance 9 en dessous. C'est des métaux rares. Et puis, qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant finalement? Un minerai, et un minerai, c'est une roche exploitable. C'est de la matière qui présente une utilité. En général, il faut la transformer. Et elle va être rentable à exploiter. Et donc, elle va nécessiter cette transformation pour pouvoir être utilisée. La magnétite Fe3O4, ça a de l'intérêt, mais l'intérêt, c'est quand même plutôt le fer. L'hématite Fe2O3, la pyrite FeS2. Le fer, comme quasiment tous les éléments métalliques, n'est pas libre. Il n'est pas à l'effet métallique dans le sol. Et déjà, là, c'est des zones de concentration particulières. Donc pour passer du minerai au métal, je le fais hyper vite parce que j'ai pas le choix, on doit extraire du caillou. C'est du caillou. On casse du caillou. On remonte le caillou, on passe à la minéralurgie, je vais broyer ce caillou, le concasser, le broyer pour arriver à une certaine finesse de grain, le cribler, etc. Pour pouvoir derrière le traiter, parce que pour l'instant j'ai un machin qui est un oxyde, ou un sulfure, mais enfin ça reste le métal sous forme oxydée. Et donc je vais le repasser par une phase de réduction. Si vous avez déjà vu passer les diagrammes d'Ellingham un jour, peut-être pas, l'opération de réduction coûte de l'énergie. Et là, mes lapins, c'est de la thermo. C'est de la thermo, vous n'avez pas le choix. Le coût en énergie, vous allez le payer. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas moyen de contourner le truc. Si c'est 2000 kJ, je dirais 2000 kJ par mol, c'est complètement stupide, enfin, ce sera 2000.
Et puis il faudra compter toutes vos pertes dues à l'efficacité du procédé. Donc ces procédés principaux, juste parce que c'est rigolo, pour vous vous rendiez compte un petit peu des coûts énergétiques que ça représente, le plus fréquent pendant très longtemps et encore à l'heure actuelle, c'est la pyrométallurgie. Ça consiste à chauffer. On met ça dans un four, on met les cailloux dans un four, on chauffe. 1000, 1500, 2000 degrés suivant le matériau, en présence de carbone, puisque le carbone va réduire le métal et va s'oxyder à la place. Vous vous rendez compte de ce que c'est? On est en train de chauffer à 1500 degrés du caillou, qui, comme vous le savez, est hyper conducteur thermique. Non, évidemment que non. Donc c'est un coût énergétique gigantesque. L'autre possibilité, c'est l'hydrométallurgie. Alors là, c'est le prix Orwell de la novlangue. On peut penser que c'est de l'eau. Le solvant le plus fréquent, c'est l'acide sulfurique. C'est pareil. Mais on appelle ça de l'hydrométallurgie. Ou alors, dans certains cas, l'acide cyanhydrique. Bon, tellement plus sympa. Les techniques de lixiviation en tas, réacteur, ça consiste à faire couler du solvant sur le tas de cailloux, assez finement broyé, et à récupérer donc le métal qui passe dans la solution, et ensuite, par électrolyse, récupérer le métal. Et derrière, il y a encore une étape d'affinage, de purification, qui souvent se fait à l'état métallique. On fait fondre le métal et puis on va récupérer les impuretés. Donc tout ça, c'est un coût énergétique. Et puis, un dernier paramètre à prendre en compte sur l'exploitation minière, c'est le fait que 99,9% de la matière sera inexploitable. Pourquoi? Parce qu'une mine, c'est cette zone-là, là c'est la concentration du minerai en fonction de la quantité, en fonction de la concentration du minerai. Une mine, c'est un endroit très particulier de la courbe terrestre où, parce qu'il y a eu des phénomènes géologiques ou biologiques ou atmosphériques, certains éléments ont été surconcentrés. Ça a plein de conséquences. Donc c'est du tectonique, du volcanique, l'érosion différentielle, je les ai marqués, réaction avec les gaz atmosphériques, activité biologique. Ça veut dire que aller exploiter une mine sur la Lune, ça n'a pas de sens. C'est un caillou, la Lune. Il n'y a pas de différence de concentration. Alors, ici, il y aura un petit peu plus de fer sur la Lune que sur Terre, mais c'est à peu près tout. On pourrait aller récupérer, c'est stupide, enfin, on pourrait aller récupérer les trucs, mais il n'y a pas de surconcentration. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une mine sur la Lune, parce qu'il n'y a pas d'activité. Les mines sur Mars, je serais curieux de voir ça aussi. Honnêtement, on parle d'une activité sur Mars, mais il y a plusieurs millions d'années, donc je suis quand même curieux de voir. Donc ça arrive à cette conclusion. Aujourd'hui, nous dépensons 10% de l'énergie primaire que l'on produit au monde pour les activités extractivistes. 10%. La consommation d'énergie mondiale, on l'a vu tout à l'heure, à peu près 14 gigatonnes équivalent pétrole, dont 80 à 85% d'énergie fossile. Si maintenant on voulait prendre la production annuelle de cuivre, juste le cuivre, mais dans son état normal de dispersion naturelle, donc vous allez prendre une pelletée de terre, il y a tous les éléments dedans, à quelques exceptions près, il n'y aura pas de technétium ou plutonium, c'est à peu près tout. Il y aura tout dedans, mais sur des fractions très faibles. Le cuivre, vous avez vu tout à l'heure sa concentration à peu près. Si vous voulez l'extraire, la production mondiale de cuivre, juste en prenant dans la nature comme ça, sans passer par des mines, vous allez utiliser à peu près 100% de l'énergie produite dans le monde. Donc on ne peut pas. Conclusion partie 2, une mine c'est une anomalie, une zone de la croûte où un ou plusieurs éléments sont largement surreprésentés. C'est un environnement économiquement viable. Rentable, c'est une question qui se pose, sur le pétrole en tout cas. Énergétiquement viable, normalement aussi. Et à part le silicium, l'aluminium, les alcalins, les alcalinotéreux et le fer, tout le reste est en quantité extrêmement limitée. Jusque-là, tout va bien. On va rentrer dans des détails. Alors, pour les détails, on va commencer par les matières premières non énergétiques. On va mettre les énergétiques après. On va se contenter du pétrole, ce sera largement assez. Là, l'important, c'est que vous reteniez bien ce piège majeur de la distinction entre une ressource et une réserve. Alors, c'est parti. On va se promener sur le site de l'USGS, United States Geological Survey. C'est une agence géologique américaine gouvernementale, qui fournit des données annuelles sur beaucoup de minerais. En fait, leur boulot, c'est la tectonique, c'est le volcanisme, etc. Mais c'est aussi de fournir des infos sur les ressources et réserves mondiales.
pour l'industrie américaine. Alors là, j'ai pris pour le zinc, c'est des chiffres qui sont un peu vieux, mais ça permet quand même de voir l'idée. On a une réserve estimée ici à 200 000 milliers de tonnes, une consommation annuelle de l'ordre de 13,5 milliers de tonnes. J'ai très envie de faire la division. Non? Si. On a envie, on a la réserve, on a la production, on divise, et on se dit, le zinc, il en reste pour 15 ans. C'est embêtant. Le zinc, ça sert quand même. Vous ne voyez pas forcément, mais c'est quand même un matériau qui est très très utilisé. Le taux de recyclage du zinc est actuellement de 37%, ce qui est plutôt un bon score. C'est améliorable, mais en fait, vu les applications du zinc, ça pose des problèmes. Donc, c'est pas non plus en faisant des miracles de recyclage qu'on va repousser ce chiffre. La bonne nouvelle, c'est que le calcul est stupide. Parce que ça consiste à dire que jusque-là, on a produit comme ça, de plus en plus chaque année, c'est des courbes qui sont en croissance perpétuelle, je vous en montrerai tout à l'heure, mais à partir d'aujourd'hui, on va produire pareil tous les ans, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Bon, on ne fera pas ça, c'est stupide. Une courbe beaucoup plus probable, ce serait ça, avec la même intégrale. Le gros inconvénient de cette courbe rouge, c'est que les ennuis arrivent beaucoup plus tôt. Les ennuis arrivent au niveau du pic. Voilà. Le pic de production arrive plus tôt, on ne suit plus la demande beaucoup plus rapidement. Heureusement, il faut encore nuancer. Alors pour nuancer, on va y aller calmement, on va faire quelques étapes. Ah oui, celle-là, je l'aime bien, j'y pensais plus, mais elle est bien. L'indium, vous ne savez pas à quoi ça sert forcément, mais l'indium, c'est un bimétal, ça sert dans des écrans à cristaux liquides. Et ce que nous dit l'USGS, marqué ici, l'indium est principalement récupéré dans le minerai de zinc. Il n'y a pas de mine d'indium. On récupère l'indium comme sous-produit, coproduit des mines de zinc. Si j'ai 15 ans de mine de zinc devant moi, je suis bloqué sur l'indium aussi. Alors on a la roue des métaux, qui est un truc un peu compliqué à lire, mais on va la regarder quand même en 20 secondes. On a des métaux qui sont au centre, ce sont les métaux de grande exploitation, économiquement parlant. Par exemple, l'or ou le platine, ce n'est pas des grosses quantités, mais en valeur, c'est important. Et puis, sur cette roue, vous allez avoir plus près du centre les éléments qui sont coproduits, et plus loin du centre, les éléments qui sont coproduits, mais en plus petite quantité. C'est une échelle de 0 à 100%. Là. Alors, comment on lit ça? L'indium, ici, est produit à plus de 75% dans des mines de zinc, à 10% dans les mines d'étain, à quelques pourcents dans les mines de cuivre et occasionnellement dans le fer. Donc si j'ai quasiment plus de zinc, il faut que je regarde dans les mines d'étain où je peux en trouver. Mais les mines d'étain, c'est pas brillant non plus. Autre exemple, ça c'est beaucoup plus amusant, le cobalt qui sert dans toutes les batteries du futur. Combien y a-t-il de mines de cobalt dans le monde? Réponse, une. Et au Maroc. Une. Elle représente à peu près 5% de la production mondiale. Tout le reste est produit en coproduit des mines de nickel, cuivre et platine. Voilà, valeur économique. Bon, alors l'étain, on va en parler du coup. L'étain, j'ai 4 800 000 tonnes de réserve, j'ai 300 000 tonnes de production, je fais mon rapport stupide, j'ai 16 ans d'étain devant moi, ça va pas me sauver, je suis un peu embêté. Mais, j'ai comparé là, les chiffres 2014-2015 avec les chiffres 2020-2021. Et, j'avais 4 800 000 en réserve, j'en ai 4 900 000 vite. Mais que s'est-il passé? Alors, il se passe plein de choses. J'ai toujours mes 16 ans, et là, j'ai eu envie de tracer la courbe réserve sur production en fonction de l'année. On est quand même passé de 38 ans à 16 ans. La courbe est quand même descendante. Le coefficient moins 1,14, donc on perd une année 1,14 par an. C'est quand même pas brillant. Ça sent les problèmes. Pourtant, personne ne les inquiète sur l'étain, parce que y a plein de raisons. Il y a déjà, si vous regardez, hop, je compare là les chiffres 2014-2020, il y a des pays dans lesquels la réserve a augmenté. On connaît mieux certains sites géologiques, on est capable de dire qu'on va aller en chercher plus. Donc des réévaluations positives. La réserve a augmenté. Et puis on a des endroits où la réserve n'était pas établie. Par exemple, à la Birmanie, on en a trouvé plein, on est content.
Et puis on a encore un facteur à regarder. Les États-Unis, qui sont très prompts à donner des informations pour tout le monde, ont décidé de ne pas donner leurs propres réserves. C'est marrant. Donc la réserve, elle peut augmenter parce que j'ai une meilleure évaluation, plus complète, parce que, autre point important, certaines ressources vont devenir rentables à exploiter. Jusque-là, je ne les comptais pas, mais maintenant, je peux les compter. Et je vais aussi avoir une amélioration de la réserve parce que j'ai une amélioration des technologies extractives. Je suis capable d'aller chercher du minerai que je n'étais pas capable d'aller chercher jusque-là. Pour l'étain, par exemple, là, on nous dit les ressources, principalement en Afrique de l'Ouest, etc., en Asie et compagnie, sont expansives en français, très importantes. Et si on les développe, pourraient nous donner notre production très très loin dans le futur. Donc il y a une différence entre la ressource et la réserve. Ah, c'est après. La ressource, c'est tout. La réserve, c'est la partie exploitable, à un moment donné. C'est pour ça que le calcul, il n'est pas bien malin. Le calcul de la division bête et méchante. Si je reviens au zinc, ici, vous voyez que j'ai tracé en violet la courbe du prix et en bleu la courbe du rapport R sur P, réserve sur production. Ce rapport R sur P, il se promène, il monte, il descend, ça dépend des périodes. Quand il descend fortement, eh ben, crac, le prix augmente. Si le prix augmente, on peut développer des nouveaux projets, parce qu'on a plus d'argent. Et donc, on va mettre en exploitation des nouveaux sites et je vais réalimenter le système. Donc c'est assez cyclique, mais la tendance reste à la baisse globale. Alors voilà le tracé ici. La réserve, c'est la ressource exploitable au prix actuel, dans les conditions techniques connues actuelles et dans les conditions géologiques connues. Après, tout le reste, ça va être compté dans de la ressource. Et si vraiment vous avez le sens de l'humour, les géologues sur certaines ressources sont capables de quantifier des ressources non découvertes. Il y a quand même un truc derrière, hein, mais c'est parce qu'ils ont une compréhension des mécanismes de formation des sites et qu'ils peuvent extrapoler. Tout ça pour arriver à cette conclusion ici qu'on a une ressource. Donc là, c'est ce qui est marqué URR, Ultimate Recoverable Resource. Donc c'est vraiment ce qu'on peut aller chercher si on va racler tout ce qu'on peut racler. Ce chiffre n'est en général pas connu avant un certain temps. En bleu, quelle couleur pour vous? En bleu, allez, on va dire c'est du bleu, c'est ce qu'on a déjà consommé. En rose, violet, bordeaux, c'est ce qui est prouvé comme réserve. Et en jaune, c'est ce qu'on estime qu'il reste à aller chercher si on a un peu de chance. On est dans la phase, voilà, alors c'est pour le pétrole ici, on est dans cette phase-là où la différence, la partie jaune, la réserve, la partie probable et possible, devient très très ténue. C'est-à-dire qu'on connaît vraiment la croûte terrestre. Et il n'y a plus beaucoup d'endroits où aller chercher. Il y a eu, sur le pétrole par exemple, des cas il y a 20-25 ans, où le fait d'avoir compris certains mécanismes géologiques, notamment de dépôt des alluvions dans les embouchures des grands fleuves, a permis de comprendre qu'on pouvait trouver des zones de pétrole dans ces zones-là. Et on sait qu'il y a du pétrole dans le détroit de l'Orénoque au Venezuela, on sait qu'il devrait y avoir du pétrole dans le delta du Rhône. Ce ne sera pas la même quantité. Ça ne charrie pas la même quantité d'eau. Donc ces choses-là ont été comprises et maintenant on est capable de se dire on va aller évaluer ça, on va aller chercher ça. Mais il y a un moment où le fil se tend parce que on commence à connaître un petit peu les croûtes terrestres. Donc il n'y aura plus grand-chose à aller chercher en probable possible. On arrive aux ressources énergétiques. Je vais me concentrer principalement sur le pétrole. C'est plus simple. Les courbes en gris, là, c'est les découvertes. Alors c'est moyenné sur 3 ans pour faire une courbe un peu lisible, parce que sinon c'est vraiment moche. Et la courbe en rouge, c'est la production. Depuis 1980, en gros, on produit plus que ce qu'on découvre chaque année. Mais alors, c'est découverte, ça ne veut pas dire que c'est intégré à la réserve tout de suite. Hein. C'est découvert, on sait que ça existe. C'est pas encore exploitable à ce moment-là. Donc on consomme plus que ce qu'on découvre, au point que maintenant, on est plutôt au moment critique. Alors là, c'est une courbe de Rystad Energy, qui est une entreprise de conseil dans le pétrole et les hydrocarbures. Là, c'est la crise Covid, ici. Là, on est en 2020.
Ce que nous dit ce graphique, c'est que la production mondiale de pétrole va passer par un maximum en 2035, en comptant tout le bleu clair là. Le bleu clair, ce sont des champs qui ne sont pas encore mis en exploitation. Et d'ailleurs, en 2035, à peu près un quart de la production mondiale de pétrole sera faite sur des champs qui ne sont pas encore mis en exploitation aujourd'hui. Parce que tout le reste ici diminue. Parce qu'il y a des vieux champs qui sont arrivés au bout, et parce qu'il y a un autre point qui est important à comprendre, c'est que quand on va chercher du pétrole, plus on va en chercher, plus c'est difficile d'aller le chercher. Il y a une baisse de rendement qui est de l'ordre estimé à 3% par an sur un puits. Donc il faut alimenter en permanence par des nouveaux puits, parce que même si le champ reste, vous dites, c'est un lac, c'est pas du tout un lac en pratique, hein. Vous avez une réserve là, vous dites, je vais prendre la même quantité tout le temps, ça ne marche pas comme ça. Vous allez extraire de moins en moins d'année en année. Donc le pic est prévu en 2035. Le pic de pétrole conventionnel était passé en 2008. Nous vivons un surplus à l'heure actuelle depuis quelques années parce que nous avons les huiles de schiste américaines principalement. Et là, on arrive au gros problème, le gros nœud du problème pour la partie énergétique. J'ai eu un pic de production, c'est la courbe dite de Hubbert, c'est un géologue américain des années 60, qui nous dit, normalement, une ressource finie, je vais exploiter, je vais passer par un maximum, et puis je vais retomber, ça fait une belle gaussienne. Hubbert avait d'ailleurs prédit en 1965 que la production américaine de pétrole passerait par un maximum en 70. Tout le monde a rigolé. Et puis en 70, la production américaine de pétrole est passée par un maximum. C'est redescendu après, alors pas sur une belle gaussienne, ça fait un plateau descendant, en fonction de la politique américaine, mais la prédiction était exacte. Alors le sac de nœuds, il est là. Pour une ressource énergétique, on a une limite en plus que sur une ressource non énergétique. C'est qu'il faut que l'énergie que j'utilise à aller chercher l'énergie soit inférieure à l'énergie que je vais récupérer. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc si j'investis un baril de pétrole pour pomper du pétrole, il faut que ça m'en rapporte plus que 1. Ça se tient? Ça s'appelle le taux de retour énergétique. En anglais, le Energy Return on Energy Invested. Alors voilà, le diagramme n'est pas forcément facile à lire, c'est pas mon préféré, on fait avec. Pour 100 barils de pétrole, sur 100 unités d'énergie, la partie gris foncé, c'est ce que vous récupérez, la partie gris clair, c'est ce que vous avez déjà brûlé, en fonction du type d'énergie. Le pétrole et le gaz des champs d'origine, on a pu monter à 50 voire 100. C'est-à-dire que vous investissez un baril de pétrole, et vous récupérez 100 barils de pétrole. C'est plutôt sympa. C'était vraiment quelques champs, plutôt aux alentours de 50 en général. À l'heure actuelle, on est aux alentours des 25. Ça reste rentable. Après, pour le reste, c'est un peu plus compliqué à aller évaluer, parce que ça dépend de qui compte. Et ce qu'on veut compter. Mais, en tout cas, les sables bitumineux, c'est évalué à des valeurs très faibles, par ici. Sables bitumineux, c'est du pétrole, mais c'est du pétrole moche. Les biocarburants, c'est mes préférés ici. En général, entre 1 et 3, comme taux de retour énergétique, c'est très très faible. Et puis, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on compte? Alors là, sur le pétrole, ça a le mérite d'être plutôt simple. On compte un taux de retour énergétique standard, c'est le premier ici. C'est-à-dire que je compte l'énergie que j'ai utilisée pour extraire le pétrole. Mais je pourrais compter l'énergie utilisée pour raffiner le pétrole, pour faire de l'essence, pour faire du plastique, des trucs comme ça, des médicaments, ce que vous voulez. Et là, je vais perdre encore d'énergie. Et puis, je pourrais compter l'énergie que j'ai utilisée aussi pour transporter ce pétrole d'un endroit à l'autre, pour acheminer. Je pourrais, si vraiment j'étais vicieux, compter les infrastructures que j'ai construites. Et au final, il ne reste pas grand-chose. Alors, j'ai une publication scientifique que j'ai trouvée il y a quelques années, enfin 2 ans, je crois, qui expliquait que si le taux de retour énergétique standard, le premier, était inférieur à 10, eh ben, le système se mord la queue. C'est-à-dire qu'il faut être au-dessus de 10 pour pouvoir alimenter un système avec des écoles, des hôpitaux, des trucs, des lycées, des classes prépa. Parce que le taux de retour énergétique, encore une fois standard, consiste à ne prendre que l'extraction du pétrole.
Et on revient à la courbe de Hubert. Alors la bleue, c'était c'était celle d'origine. La grise, c'est celle en tenant compte du taux de retour énergétique. C'est-à-dire que je vais peut-être exploiter la bleue, mais en termes d'énergie disponible, je suis sur la grise. Au début, tout se passe bien. Pourquoi? Parce que j'exploite le plus simple, en premier, évidemment. Déjà parce que c'est moins cher, puis c'est plus facile. On arrive à un moment par ici vers le pic de production, et là, ça devient très très embêtant, parce que très rapidement, ce qui reste à exploiter est difficile à exploiter. Ça va coûter cher, ça va coûter beaucoup d'énergie à l'exploiter. Pour le pétrole, c'est assez... Vraiment, je vous le schématise, mais c'est des puits plus profonds, c'est des puits dans des conditions de travail beaucoup plus compliquées, c'est des puits avec la qualité de pétrole différente, je ne peux pas rentrer dans le détail, j'ai pas le temps, mais le pétrole peut être plus ou moins visqueux, plus ou moins lourd, retenir plus ou moins de soufre. Donc là, on a fait la partie facile. Il reste la partie difficile. Et donc, ça va descendre, l'énergie disponible va descendre beaucoup plus vite que l'énergie produite. Un exemple de taux de retour énergétique sur le pétrole américain. Voilà, c'est passé de 100 à 11. C'est pas brillant. Conclusion de cette partie, la ressource, c'est l'ensemble de ce qu'on estime qui serait exploitable. La réserve, c'est ce qui est exploitable aujourd'hui dans les conditions économiques, scientifiques et techniques du moment. Donc ça peut varier, il faut se méfier de ça. Seuls quelques métaux sont exploités pour eux-mêmes, la plupart est majoritairement obtenus comme compagnons des métaux hôtes. Le rapport réserve sur production n'a pas de sens hors du contexte. Et il y a une limite énergétique à l'exploitation des ressources énergétiques, représentée par le taux de retour énergétique. Ça va? Facile. Alors maintenant, on va se poser la question de l'énergie pour les ressources non énergétiques. Les métaux, pour faire simple. Alors moi, je me suis concentré sur les métaux, c'est ma formation, donc tout ça là. J'aurais pu travailler sur le BTP, etc., le sable, ce que vous voulez. Je me suis concentré sur les métaux. Et pour les métaux, je vais me concentrer sur l'exemple du cuir. Oui, il y avait une question. Oui. Ouais. Oui. Ce qui est le plus probable pour l'instant, c'est qu'ils vont aller exploiter le Moyen-Orient au maximum. C'est ce qui va durer plus longtemps. Les développements en cours sont plutôt dans les zones Venezuela, Mexique, États-Unis, Canada. Ils auront a priori tenté tout ce qu'ils pouvaient en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Ils continuent d'essayer. Vous avez entendu parler du fameux pipeline Total Non, c'est quel pays? C'est dans le sud de l'Afrique. Ils sont censés exploiter un pétrole à 1500 km de la mer et l'acheminer via des pipelines jusqu'à la côte, avec des pipelines chauffés, pour que le pétrole reste liquide. Quand on en est à chauffer les pipelines. Après, il y a d'autres zones, ils envisagent des zones dans l'Arctique, etc. Mais c'est des conditions de plus en plus compliquées. Sur l'Arctique, il y a un point aussi qui est très important à comprendre. Vous vous souvenez de la marée noire qu'il y a eu dans le golfe du Mexique il y a quelques années? Merci. Oui. D'accord. C'était relativement facile à traiter parce que le moyen qu'ils utilisent consiste à larguer des populations de bactéries qui vont digérer le pétrole. Il flotte en plus le pétrole, c'est pas compliqué. Le problème, c'est que l'activité bactérienne, elle fonctionne d'autant bien que la température est correcte. Et dans le golfe du Mexique, ça va bien. En revanche, si jamais il y a une marée noire dans l'Arctique, les bactéries, à 2 degrés, elles font rien. Ça fait partie de leur grosse crainte, de ne pas pouvoir traiter le problème d'une marée noire. Vous avez parlé du chiffre aux États-Unis. Oui. Ah oui, alors oui. Allez, on va faire 32 minutes. Le pétrole, c'est de la matière organique qui a été enterrée par les processus géologiques et qui, à force de descendre dans le sol, sous pression et avec l'augmentation de la température, se transforme. Donc en pétrole. Le pétrole, c'est des hydrocarbures. Simplement, c'est des mélanges d'hydrocarbures qui vont de CH4 jusqu'à C170, je ne sais pas quoi. Il y a tout.
Plus le pétrole est léger, plus il est facile à exploiter, c'est-à-dire plus les molécules sont petites. Et donc plus il est lourd, plus les molécules sont grosses. C'était quoi la question? Par rapport à l'huile de schiste. Ah oui, les huiles de schiste, en fait, c'est un processus géologique qui fait que le pétrole n'est pas arrivé à terme de sa cuisson. Il n'est pas à la même profondeur, il n'est pas allé jusqu'au bout, et il est surtout prisonnier d'une roche qui est peu poreuse. L'idée de récupérer du pétrole, c'est que le pétrole se forme et qu'il va remonter à travers des couches, dans des réservoirs, des couches poreuses. C'est surtout pas un lac. Il ne faut pas s'imaginer un lac, c'est du sable dense, avec partout mouillé du pétrole. C'est de l'huile. Les huiles de schiste, donc c'est dans du schiste, c'est pas une roche réellement poreuse, et donc on va être obligé de fracturer, la fracturation hydraulique, le sol, pour générer des fissures et récupérer le pétrole, avoir un chemin continu de pétrole. Ah, vous voyez, toutes les questions de tremblements de terre, etc., ça a généré des micro-tremblements de terre, ça se discute, voilà. L'huile de schiste, voilà, c'est un pétrole qui n'est pas tout à fait cuit, qu'il faut aller chercher point par point. Sur un champ standard, je creuse, je peux aller chercher un peu de côté s'il faut, mais je vais pouvoir pomper, en fait, en réalité on met de la surpression, puis on récupère de l'autre côté. Sur de l'huile de schiste, je ne peux pas. Il faut que je fracture de proche en proche. Donc ça nécessite beaucoup d'infrastructures, parce que je ne peux pas me contenter de faire un puits et d'aller chercher au fond. Je dois faire un puits tous les 200 mètres. C'est le plus gros problème de l'huile de schiste. Après, les sables bitumineux, c'est pire parce que ça remonte en surface et ça tue. Ça fait des marais de pétrole. Donc les huiles de schiste, c'est ce qu'on appelle le pétrole non conventionnel. Et voilà, on vit dessus depuis quelques années. Si vraiment vous voulez, c'est le minute qu'il faut aussi, hein, c'est pas grave. Les États-Unis, quand ils ont décidé de relancer les huiles de schiste, ce qui n'était pas le cas jusque-là, vers 2000. La décision doit être de 2004-2005, un truc comme ça. De 2008 à 2015, on a augmenté leur production au point d'être aujourd'hui, les États-Unis, le premier producteur mondial de pétrole, devant l'Arabie Saoudite, devant la Russie. C'est un truc absolument massif, du point de vue ingénierie, respect. C'est dégueulasse de faire ça, mais respect. Il y avait d'autres questions? Ouais. Ouais. Ah, c'est ce qu'on envisage de mettre en exploitation. Qu'on l'ait évalué ou pas. Comment, pardon? Par la compréhension des mécanismes géologiques. Il y a des endroits où c'est assez clair, c'est-à-dire que géologiquement, on sait, en gros, le pétrole, ça se forme dans des marais. C'est des marais, c'est de la vie qui meurt et puis ça s'enfonce doucement. Donc des marais géants, ça, on comprend comment c'est fait, on sait les trouver. Vous regardez les sites d'exploitation de pétrole, il n'y en a pas en montagne. Et puis, il y a les phénomènes sous-marins aussi qui peuvent se produire. Enfin, c'est des mécanismes connus, donc on sait où il faut aller chercher. Oui, ça peut. Ça peut. Est-ce qu'on a vraiment intérêt? Non, mais ça peut toujours. Hein. Ils peuvent toujours mettre à jour un nouveau mécanisme qu'on ne connaissait pas. C'est toujours possible. D'autres questions? C'était bon sur le pétrole? Bien. Alors le cuivre. Très intriguant le cuivre. Normalement, je prends le cuivre parce que déjà on a beaucoup de chiffres. Et normalement, tout le monde comprend à quoi ça sert. Il n'y a pas de surprise. Alors, les chiffres du cuivre. Réserve 830 000 milliers de tonnes. Donc 830 millions de tonnes de réserve. Voilà. On en exploite à peu près 21, 22 000 suivant les... Maintenant, on est plutôt à 22 000. Je fais ma division bête et méchante, j'ai 40 ans de cuivre devant moi. Très bien. Information prise. Taux de recyclage du cuivre quasi inchangé depuis 10 ans à 30%. Et puis, si on regarde alors c'est le site de la Copper Development Association, qui est un lobby. Hein, ils disent, eux, ils s'appellent une Not-for-Profit Association. Bon, c'est un lobby du cuivre, des industriels du cuivre, et ils nous disent simplement, nous ne sommes pas en danger de manquer de cuivre. Les ressources mondiales de ce métal précieux sont de 8,1 trillions de livres. Alors là, il faut que je convertisse, mais limite, c'est pas grave. Et on en a exploité 1,1. Donc 1/8. C'est bon, on est large.
Quand on regarde le rapport réserve sur production, dans le temps, l'évolution, c'est pas plus inquiétant que ça non plus. On est de façon stable à 40 ans devant nous. Donc c'est pas horrible. Finalement, le rapport réserve sur production, il faut le prendre, il faut pas le prendre pied de la lettre, je vous l'ai dit, il faut le prendre comme l'épaisseur du poussin. Est-ce qu'il faut vraiment remettre en route rapidement des projets ou pas? Donc là, 40 ans, bon, on est tranquille. Le temps de mise en exploitation d'une mine, vous avez une idée? Allez, je vais dire 8 ans, 8-10 ans. Ça fait long, hein. Donc il faut quand même avoir un petit peu de vision devant soi. Donc pas inquiétant, tout va bien, la ressource alimente la réserve, pas de souci. Bon, allez, on va regarder un peu plus près. Ça, celle-là, elle est issue d'un papier de recherche. C'est l'évolution passée et prévue de la production de cuivre dans le monde. Donc là, les chiffres sont arrêtés jusqu'à 2010, après c'est de la prévision. Vous voyez que la prévision est d'un pic de production du cuivre en 2030. Ce qui est assez embêtant compte tenu de l'électrification qui est censée être en cours. La demande ne serait pas suivie à partir de ce moment-là à peu près. Le plus grand producteur mondial, c'est le Chili, si vous ne le savez pas. Et ça restera le Chili pendant longtemps. Bon, très bien, c'est déjà un peu plus inquiétant. Et puis on va regarder 2-3 autres chiffres avec. Le diagramme là, c'est un de mes préférés. C'est la teneur en cuivre dans le minerai. Donc au début de l'exploitation du cuivre, on avait des mines qui contenaient 12 à 20% de cuivre, en masse. Vous exploitez, vous avez cassé du caillou, vous le remontez, vous le broyez, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Une tonne de caillou, 120 à 200 kg de cuivre. Aujourd'hui, on est aux alentours de 0,65%. Une tonne extraite, 6,5 kg de cuivre à la sortie. C'est plus la même. Ça dépend évidemment des mines, hein. On est entre 0,5 et 0,8, parfois légèrement au-dessus, pas non plus tant que ça. Le minéral de porphyre, 86% des ressources est exploitable économiquement, d'après la CDA, jusqu'à 0,15% de cuivre en masse. Donc quand on vous dit que la réserve elle vaut 40 ans, gna gna gna, ça veut dire que c'est de la réserve qui va jusqu'à 0,15% de cuivre en masse, dans le minerai. Et puis je rajoute celui-là, il est intéressant. Alors GER, c'est l'énergie grise nécessaire à la fabrication du cuivre. C'est l'énergie qu'on utilise pour fabriquer du cuivre de première fusion à partir du minerai. Encore une fois, je casse du caillou, je le remonte, je le broie. Pour le cuivre, ça va être les deux. Il y a l'hydrométallurgie et la pyrométallurgie. Bon, enfin, je fais du cuivre, je fais une première fusion pour avoir un machin en cuivre, un bloc de cuivre. J'ai déjà dépensé, à l'heure actuelle, à peu près 50, 60, 70 mégajoules pour 1 kg de cuivre. Ça fait un peu d'énergie. Donc j'ai mis plusieurs sources, hein, suivant les mines de surface, les mines de profondeur, etc. Évidemment, cette courbe est une courbe en 1 sur X. Si j'ai 2 fois moins de cuivre dans le minerai, il faudra 2 fois plus d'énergie pour aller casser 2 fois plus de minerai et brûler 2 fois plus de minerai. Et il reste un paramètre à rentrer dans l'équation, c'est ça, c'est la consommation mondiale de cuivre, la production mondiale de cuivre. Je l'ai tracé en échelle logarithmique. C'est une droite. Conclusion, en vrai, c'est une exponentielle qui a un taux de croissance, alors je dis linéaire, c'est faux, un taux de croissance de 3,1% par an, bon an, mal an, avec comme interruption principale, si vous regardez attentivement ici, non pas la guerre, mais la fin de la guerre. Parce que pendant la guerre, ils en ont pris du cuivre. Ils en avaient besoin. Pareil ici, la fin de la guerre, et là, c'est la crise de 29. Donc j'ai ma croissance, ok, croissance récente de l'ordre de 3,2%. C'est vraiment une moyenne assez fixe, hein, ça bouge très très peu. Et je vais mélanger tout ça, les derniers résultats qu'on a vus, la production mondiale de cuivre, l'énergie nécessaire, le taux de richesse du minerai. Et j'ai tracé comme un grand tout seul l'énergie nécessaire une année donnée pour exploiter le cuivre qu'on a exploité cette année-là. On part d'une exponentielle, on arrive à une exponentielle. Il n'y a pas de mystère. Alors, je vous avoue que les pétajoules par an, moi ça ne me parle pas. Donc j'ai fait une opération un peu sale qui consiste à considérer que c'était une puissance.
et à l'exprimer en gigawatts. Et donc en 2018, ça veut dire qu'en fait, on consomme en permanence une puissance de 83 gigawatts à l'échelle mondiale pour produire du cuivre de première fusion. Ça représente quoi? La production française d'électricité nucléaire, si toutes les centrales tournent ensemble, est de 62 gigawatts. Ça fait mal comme chiffre. Hein. Prolongeons stupidement la courbe. 2050, j'arrive à 455 gigawatts. Ça, c'est la transition énergétique. Bon, c'est pas faisable. De toute façon, ça, c'est stupide. On va essayer de regarder ça un peu plus intelligemment en se basant sur les prédictions. Et en 2060, on a un truc rigolo. Alors avant 2060, j'ai 2030. Alors pourquoi je prends 2030? Parce que là, la course s'arrête à 2010. 2020, j'ai regardé, on est pile dans les clous. 2030, ça fait là, c'est-à-dire que c'est la partie facile à prédire. On est d'accord que prédire le pic de production, c'est moins facile que de prédire la courbe qui continue de monter. Donc 2030, on arrive à 109 gigawatts. Transition énergétique. On va dépenser plus d'énergie pour aller faire de l'énergie. Et puis si je triche vaguement ici sur mes distances, mes distances temporelles, en gros, en 2060, dans 40 ans, c'est mon rapport R sur P de tout à l'heure, mais dans 40 ans. Dans 40 ans, je serai à peu près à la même production qu'aujourd'hui de cuivre. Mais je ne serai pas à 0,65% de richesse du minerai, je serai à 0,15%. Et donc, pour la même production, en 2060, au lieu de 83 gigawatts, on aura besoin d'une puissance de 266 gigawatts, 3 fois plus. C'est sympa, hein? Pour la même production qu'aujourd'hui. Je ne vois honnêtement pas comment on a les moyens de cette politique. Je ne vois pas. Parce que là, c'est que le cuivre. Mais on pourrait tracer ça sur tous les métaux. C'est la même. La date n'est pas la même. Conclusion de cette partie. Exploiter les ressources coûte de l'énergie. Exploiter l'énergie coûte des ressources. Et de l'énergie. Donc ça se mord la queue. Et la partie facile est derrière nous, évidemment. Ces coûts vont augmenter, même avec une meilleure efficacité. C'est peut-être un point, celui-là, il faut que je le fasse quand même rapidement. C'est un point super important. On va avoir tendance à vous dire, c'est votre travail d'ingénieur, d'améliorer l'efficacité des processus, etc. Vous allez trouver des solutions, gna. Qu'est-ce que vous croyez qu'ont fait les ingénieurs depuis 200 ans, à part améliorer l'efficacité des procédés? C'est leur boulot depuis 200 ans. Ce que vous avez vu là, c'est le résultat de 200 ans d'amélioration de l'efficacité. Là, j'ai une partie bonne pour le moral. C'est de l'ironie. Je ne vais même pas faire le climat, tellement c'est... heureusement, le gouvernement agit. Il y a eu le rapport Varin début d'année 2022, dans lequel on parle du concept de mine responsable. Alors c'est chouette, et quand on demande aux géologues, les géologues nous disent, le ministère disait qu'il n'y avait pas de définition officielle, l'État ne gère pas les anciennes mines sur notre territoire et leurs effets délétères sur l'environnement et la santé des populations. Ce qu'on nous vend comme mine responsable nécessite de très bons gisements et des prix très élevés, c'est la réserve de la science-fiction. C'est quoi une mine responsable? Alors en France, on a un droit minier qui est particulier, mais qui impose notamment, quand vous allez vouloir lancer une mine, de prévoir la durée d'exploitation de la mine, les quantités que vous allez sortir, et de prévoir la fin de vie de la mine, et le retour à l'état, gros guillemets, naturel. Et pour ça, on va vous demander de bloquer dès le début sur un compte, bloquer l'argent nécessaire à la remise en état du site. Donc vous avez des coûts évidemment d'exploitation, de mise en place des infrastructures, etc. Mais en plus, on vous demande de bloquer des millions pour la remise en exploitation du site dans 30 ans. C'est pas gagné que les entreprises fassent ça. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mines sur le territoire français à l'heure actuelle. Je sais pas. Bon, alors pour les conséquences plus, on va dire, environnementales et locales de l'exploitation minière, je me suis concentré sur l'or.
Alors l'or, il y a deux façons de l'exploiter. Vous avez soit l'or libre, souvent dans les alluvions, c'est ce qu'on voit avec les orpailleurs qui récupèrent comme ça. Bon, c'est très imagé, donc, évidemment. Et l'or lié. L'or lié, c'est vraiment à l'échelle atomique. Vous avez des atomes d'or dans la structure d'un minéral quelconque. L'or libre peut s'exploiter traditionnellement en mouillant la roche broyée avec du mercure. C'est bonne ambiance, c'est très bon pour la nature évidemment. L'or lié, qu'on va retrouver massivement principalement, va devoir passer par une autre étape. Il faut broyer et il faut cyanurer, acide cyanhydrique. Très bon pour l'environnement aussi évidemment, c'est beaucoup mieux comme vous vous en doutez. L'étape de broyage elle est importante parce qu'il faut aller jusqu'à à peu près 75 microns, c'est une question de temps d'attaque derrière par l'acide cyanhydrique. 75 microns, vous voyez ce que c'est? C'est de la farine. Donc vous avez des cailloux, vous allez réduire en farine. Vraiment. Coût, évidemment, assez important. La moyenne 2015, c'était 1,18 g d'or par tonne de minerai. Dans les mines. Les zones où c'est riche. 1,18 g par tonne. Production de l'ordre de 3000 tonnes, dont 80% par cyanuration. Et environ 1,3 milliard de tonnes de minerais traités. C'est la plus grosse génération mondiale de déchets toxiques. 1,3 milliard de tonnes de minerais. Parce que la cyanuration, je l'ai marqué en bas, c'est de la lixiviation, donc c'est vraiment, on fait couler l'acide cyanhydrique sur le tas de farine de roche. Ça peut être fait de façon dynamique aussi quand ils sont un peu plus modernes. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? 1,3 milliard de tonnes de roche. Attends, je vais la zapper. Ben voilà, on fait ça. On construit une digue, et puis on entasse, et puis il pleut par-dessus. Et ça fait des lacs. C'est tout. Donc là, c'est une vue au Suriname, ici. Je peux vous la montrer, vue de Google Maps. Ça donne ça. Ça fait à peu près... alors celle-là, elle fait 2 km. La première partie fait 2,5 km de diamètre. Puis il faudra rajouter votre lac à côté. Donc vous avez là, ici, par là. Le lac est là. Il y en a un autre à côté. Et ça, c'est la partie où ils sont en train d'exploiter le minerai. Et occasionnellement, il se peut qu'il y ait des ruptures de digues. Et dans ce cas-là, c'est du caillou avec de l'acide cyanhydrique dedans qui se répand dans la nature. Alors occasionnellement, c'est quoi? Sur les sites d'exploitation aurifère, ça représente un accident par an, en moyenne. En moyenne dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a un accident dans le monde de ce type-là par an. Et à l'échelle mondiale, toutes mines confondues, c'est de l'ordre de 4 ruptures de digue par an. Acide cyanhydrique pour l'or, généralement acide sulfurique pour le reste. C'est pas génial. Je vous emmène en Nouvelle-Calédonie une minute. Oui, ça va, j'apporte bien. La Nouvelle-Calédonie, ici c'est une vue de Google Maps aussi, c'est un bassin de résidus miniers ici. La couleur, ça fait envie tout de suite. La Nouvelle-Calédonie, c'est connu pour les mines de nickel et un peu de cobalt aussi. Je pense que le rouge, ça doit être du chrome, a priori. Interprétation. J'ai mis 2-3 autres images, histoire que vous voyez. C'est des vues de satellite toujours. C'est la côte de la Nouvelle-Calédonie. Tout ce qui est orange, ce sont des sites miniers actuels. Donc ça fait quand même pas mal de surface. Tout ce qui est marronasse par là, ici, là, c'est des sites qui ne sont plus exploités, où la nature commence à prendre ses droits. Alors le nickel, c'est très particulier, nickel, cobalt et compagnie, c'est très particulier parce que la source principale, c'est ce qu'on appelle la sidérite, et donc c'est une roche qui se forme plutôt en surface. Donc, carrément plutôt, c'est du lessivage. En fait, c'est complètement fou. Il n'y a pas de PC ici, c'est pas de chimie. Les constantes de solubilité, si quand même, les constantes de solubilité, c'est des processus géologiques qui se jouent sur des millions d'années, parce que vous avez une roche qui contient des oxydes de silicium, de cobalt, de nickel, de fer, principalement. Il pleut pendant des millions d'années, et aussi fou que ça puisse paraître,
la silice se dissout plus vite que le reste. On est vraiment sur l'échelle de millions d'années. Et donc, il reste en surface sur les 8-10 premiers mètres, principalement un truc assez riche en oxyde de nickel, cobalt et compagnie, fer, deux, trois trucs. Donc, la Nouvelle-Calédonie, en fait, elle va être rasée de A à Z, parce que c'est une belle couche de sidérite quasiment sur toute l'île, zone par zone. Et là, c'est un autre endroit, ici on voit bien les mines. Là, la couleur verte là, des lacs de retenue nous montre bien que c'est du nickel. C'est assez courant ça. Et vraiment, vous vous baladez sur Google Maps avec ça, vous allez voir, c'est couvert. Couvert de orange et de marron. Et puis je vais quand même vous montrer autre chose pour le cuivre. Je reviens au cuivre. Je vous emmène dans le Montana, à Butte, chez les cowboys. Premièrement, vous voyez que c'est très clairement un nom de patelin français, c'est une butte. Mais ils l'ont oublié. C'est un site minier très ancien. Alors c'est la description, honnêtement, la description qu'on a lit sur internet, c'était vraiment au début du XXe siècle, c'était vraiment la ville à la Lucky Luke, avec les pianistes, les danseuses, les chercheurs d'or, de cul, de ce que vous voulez. Enfin, c'était vraiment la ville à la Lucky Luke. Plusieurs sites d'exploitation de 1867 à 1982, un climat génial, moins 15 de moyenne le matin, en janvier, avec un record à moins 47, sur une mine à ciel ouvert. Ça doit être sympa. Encore, ils se plaignent d'être à 300 mètres de profondeur, mais il fait bon à 300 mètres de profondeur. Et ce site-là en particulier, le Berkeley Pit, 32 ans d'exploitation, 540 mètres de profondeur, 5 km de périmètre, 1 milliard de tonnes de roches extraites. Un bon truc. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux photos ? En fait, il pleut. Et tant que le site était exploité, il y avait une pompe au fond qui enlevait l'eau de pluie. Et depuis que le site n'est plus exploité, il n'y a plus la pompe. Parce que personne ne va payer pour la pompe. Et le débordement du lac était prévu en 2021, sachant que la ville est en dessous, évidemment. C'est beaucoup trop beau. Donc le niveau monte, la roche en plus est acide. Donc l'eau s'acidifie, pH 2,5. Comme l'eau est acide, c'était une mine, donc il y a des métaux lourds qui passent dans l'eau. Cuivre, zinc, cadmium, arsenic. Allons-y gaiement. En 95, 342 oies se sont posées au bord du lac pendant la migration. On a retrouvé 342 cadavres d'oies le lendemain matin. Alors, je vais le nuancer légèrement. Il y a eu d'autres cas où les oies ne sont pas mortes. Et a priori, la raison, c'est que comme il n'y a absolument aucune agitation de ce bassin, s'il vient de pleuvoir récemment, l'eau de surface reste à peu près potable un certain temps. Le débordement, alors ça dépend des années, maintenant il est prévu un peu plus tard, et de toute façon, ils viennent de mettre en place une usine de retraitement des eaux. Et, grande question, qui paye? L'entreprise qui est partie depuis 40 ans? Évidemment que non. Non, c'est le contribuable qui paye. Donc détournement d'une partie des eaux de ruissellement et usine de traitement des eaux qui est, ça y est, maintenant elle est installée a priori, je crois que c'est bon. Et puis c'est pas tout, c'est vraiment le petit point pour le moral, le petit bonus. On trouve ce mémorial sur le site des bandes de Butte, ici, donc à Butte, Montana, de 1870 à 1983, 2500 personnes sont mortes de leur travail dans la mine. 2500. Un site minier. Aux États-Unis. Alors, c'est pas le droit du travail le plus génial, c'est pas non plus qu'on a les meilleures conditions de sécurité sociale, mais vous imaginez dans d'autres pays où on a moins de scrupules. Je vais pas marquer, non, je vais pas marquer, oui, si, c'est marqué 22 morts par an en moyenne, et c'est pas un gros accident. Le plus gros accident, c'était 130 morts pour tout un incendie. Je veux vous dire ici que l'exploitation minière, au-delà des dégâts sur l'environnement, sur le climat, etc., il y a des gens qui meurent tous les jours de leur travail dans la mine. Conclusion partie 5, exploiter les ressources est une activité énergivore, polluante,
néfaste pour les populations autochtones, j'en ai pas tellement parlé, et dans laquelle les gens meurent tous les jours. Mais on n'a pas trop le choix non plus. Il nous en faut quand même des matières premières. Peut-être pas dans ces quantités-là. Oh, j'ai été interrompu par des questions, alors je vais prendre 5 minutes pour faire le recyclage. Vous avez des questions sur cette partie? Ça va, vous assumez toujours de tuer des gens ou c'est... Bon, alors il faut faire le point recyclage très très vite. Je ne vais pas m'étendre sur la composition des filières, etc. Simplement, je voudrais vous montrer 4 points qui font que le recyclage, c'est pas de la magie et qu'il ne faut pas penser que c'est bon, c'est recyclable, tout va bien, ou que c'est bon, quelqu'un s'en occupera. Alors ce diagramme, il est très très moche, je l'ai récupéré tout à l'heure, c'est un diagramme de la Commission européenne qui nous montre les taux d'incorporation de matières recyclées en fonction de l'élément. Donc tous ceux qui sont en haut là sont des éléments qui sont incorporés sous forme recyclée à hauteur de 0%. Là on a du 1, du 2, du 3%, ouh, ça monte. Et le plus recyclé parmi les éléments critiques, c'est le tungstène. Mais le tungstène, c'est relativement facile. Le tungstène, ça fond à 3600 degrés de mémoire. Donc tout est fondu avant. Facile à récupérer. Alors, premier problème, la dégradation de l'usage. Vous avez déjà entendu parler de ça, la matière recyclée est moins performante que la matière première. Donc on va la dessiner des applications moins exigeantes. Alors, pour l'expliquer, quand vous allez au centre de tri, il y a un aimant qui prend tout ce qui est magnétique. Voilà. Et ça, on appelle ça du ferreux. Quelle que soit la composition de l'acier, de la fonte, voire si c'est du nickel, ça passera avec. C'est rare qu'il y ait même un morceau de nickel. Donc on a un gros tas de ferreux qui va contenir des aciers, des fontes de composition tout à fait variables. On a un tas qui va s'appeler inox. Alors j'ai triché, je suis désolé, je n'ai pas trouvé une belle photo d'inox. Mais je vous l'avoue. Donc j'ai mis la même en noir et blanc. Pour montrer que c'est pas oxydé, vous voyez. Fer, chrome, nickel. Alors les inox austénitiques spécifiquement ne prennent pas l'aimant, donc ils peuvent être triés assez facilement. Vous allez avoir un tas de cuivreux. Et là déjà c'est un tri particulier parce que vous voyez que c'est que des câbles. Et un tas de alu. Là aussi, c'est un cas particulier, c'est que des canettes, et c'est en général pas ça qui se passe. Donc dans mon tas de ferreux, j'ai du fer, normal. Mais dans mes alliages de fer, j'ai du carbone, j'ai du chrome, du molybdène, du vanadium, du silicium, du phosphore, du soufre, du tungstène, etc., etc. Il doit y avoir 30 éléments possibles dans les compositions d'alliage du fer. Donc j'ai un gros mélange, parce que ça, derrière, je vais le faire refondre. Composition, inconnue, variable. Alors on en fait quoi? Fer à béton, pas trop grave, application pourrie, en gros. Fer de acier de construction, pareil, on n'a pas besoin de très grande qualité. On le revend aux fabricants d'inox, parce que de toute façon il va travailler sur des aciers très alliés, donc il y a déjà des éléments d'alliage dedans, ils survivent. Et même s'il y a 2-3% de chrome, ils sont partants, au prix du chrome, ils sont contents. Et puis après, on n'en fait plus grand chose. Pas tellement de solutions en sortir. Sur les inox, enfin s'il y a une solution qui serait de faire de l'upcycling, c'est-à-dire de redonner de la valeur. Et donc retrouver une composition précise. Si vous avez 2 notions de thermo, vous savez ce que c'est que l'entropie. Voilà. Remonter cette pente-là, ça consiste à diminuer l'entropie. Donc il va falloir fournir de l'énergie. Et de toute façon, il y aura des pertes dans le cycle, donc il y a un moment, vous fournissez plus d'énergie que ce qui serait le cycle nécessaire. Donc le cycle, de toute façon, vous allez dissiper. Les inox, il y a du monde dedans aussi, hein, donc c'est pareil. Les cuivreux, entre les cuivres quasi purs, les laietons, les bronzes à l'arsenic, les bronzes au plomb, les bronzes à ci, à ça, il y a du monde dedans. Les alus, même principe, il y a tout le monde dedans. Dégradation de l'usage, un exemple très simple sur la dégradation de l'usage, le verre à bouteille. Dans le verre à bouteille blanc, vous pouvez incorporer un maximum de 10% de calcin, c'est-à-dire de verre broyé, et uniquement du verre broyé blanc.
Dans le mi-blanc, 30 à 50%, dans le marron, 65-70%, et dans le vert, on peut caser 90% de matière recyclée. Autant faire du vert, mais c'est pas ça qui se vend. On arrive à ce paradoxe complètement stupide, où les bouteilles d'eau sont les moins bien recyclées, celles qui incorporent le moins de matière recyclée, alors que les bouteilles qui incorporent le maximum de matière recyclée, ce sont les bouteilles de champagne. Je n'ai pas dit buvez du champagne. Donc voilà pour la dégradation de l'usage. Enfin, après, le verre, quand on ne sait plus comment faire, il y a deux sorties. C'est la laine de verre et c'est les remblais sous les routes. C'est vraiment quand on ne sait plus quoi faire. La canette. Ah, j'aime beaucoup cet exemple de la canette. Alors, c'est un site sur le recyclage des canettes et de l'alu spécifiquement. Et pour vous dire à quel niveau ils en sont au niveau com, dans leur cycle, ils ont trié la canette en acier, là. C'est celle qui a pris les mains. L'autre, celle en alu, elle est partie et sortie du cycle. Voilà. C'est recyclable à l'infini, c'est marqué. Ils savent pas ce qu'ils font. Ouais. Alors, c'est de la mythologie totale du développement durable. Une canette jetée, triée, ne redevient pas une canette. C'est pas vrai. Ça, j'ai des témoignages directs de gens du milieu. Hein. C'est pas vrai. On peut faire d'autres choses en alu, mais pas une canette. Il y a plein de raisons à ça. Je ne vais pas toutes les faire, j'ai pas le temps, mais voilà, on nous expose qu'il y a un cycle. Faisons les calculs. Parce que j'ai un problème qui est différent. Un cycle, on va nous dire, c'est de l'ordre de 20 semaines, ça dépend des sources, j'ai trouvé 56 jours aussi, je vais me baser sur 20 semaines pour être sympa avec eux. Un cycle donc de la canette, je l'achète, je la bois, je la jette, elle est triée, recyclée, et on refait une canette par magie. Mais quand je refais ma canette, je fais fondre l'alu. J'ai des petites pertes, juste sur la fonte de l'alu, parce qu'il y a une petite partie qui va s'oxyder. L'aluminium, il rêve que de ça, de s'oxyder. Donc une petite partie qui s'oxyde en surface, et j'ai aussi une petite partie d'aluminium qui part dans les vapeurs. C'est bon à savoir. Un petit peu de vapeur d'aluminium, ça fait toujours plaisir. On va voir si vous êtes des bons. Quel pourcentage de matière est encore disponible après un cycle? Voilà. Après 2 cycles. Les 2 cycles, 96,04%. Après 10 ans, 520 semaines, 26 cycles, 59%. 41% de la matière est partie dans la nature, sous forme d'alumine et sous forme de vapeur. Et puis si vraiment on veut pousser le problème, vraiment, le taux de collecte des canettes qui est déjà exceptionnel est de 75%. Quel pourcentage de matière est encore disponible après 10 ans? 0,75 fois 0,98, le tout puissance 26. 0,03%. C'est bête, mais plus le cycle est court, plus on dissipe la matière. Et donc là, en 10 ans, il n'y a plus la matière, on ne l'a plus. Heureusement, le législateur est au courant, c'est un steak de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Donc l'aluminium revêt également de très grande qualité du point de vue du recyclage. Il est quasiment recyclable à l'infini, il est marqué quasiment, sans perdre ses qualités, sous réserve qu'elle ne soit pas fondue dans un même bain des alliages de composition différentes. Et pour la canette, quel est le problème? Nous avons 2 types de canettes. Des canettes alu et des canettes alu-acier. Alors je peux prendre des canettes alu-acier, je peux les séparer, j'ai un aimant, ça marche. Mais cet alu qui est sur la canette alu-acier, comment je le récupère? C'est soudé, en plus il faut récupérer, il faut couper. Si j'ai de l'aluminium qui passe dans le fer, à la découpe, l'aluminium n'a rien à faire dans le fer, c'est pas un élément d'alliage du fer. Ça ne nous apporte rien, ça nous pourrit la vie. On peut essayer dans l'autre sens, je peux couper un peu plus large dans l'autre sens et regarder, mais le fer n'est pas un élément d'alliage de l'aluminium non plus. Ça n'a aucun intérêt, c'est même ça pourrit les alliages d'aluminium en général, il y en a un qui fonctionne à peu près. Donc, on a un problème bête. Je ne sais pas quoi faire de ce mélange, parce que l'un pollue l'autre. Mais même la canette alu, vous n'allez pas me croire, mais la nuance d'aluminium de la canette n'est pas la même nuance d'aluminium que la languette. Ce n'est pas les mêmes propriétés mécaniques qui sont demandées. Donc il y a un ingénieur qui est passé par là et qui a optimisé. Vous avez 2 nuances d'alliage différentes sur la canette, et donc
Vous ne pouvez pas refaire la canette avec les mêmes propriétés mécaniques. Pas simplement. Je passe. Si, parce que celui-là, il est important. Très vite. Les usages dispersifs, on vient commencer à les évoquer. Le titane, c'est le plus clair. Je vais aller très vite. Faire du titane, recycler le titane, on a 23% de taux de recyclage du titane, c'est pas terrible, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que 95% de la masse exploitée de titane sert à faire cette poudre blanche, TiO2, le rutile, qui sert de pigment blanc, partout. C'est le E185 de mémoire. Il est maintenant interdit depuis 2 ans par la Commission européenne, en Europe. Ça reste le pigment blanc universel. Quel est, d'après vous, le taux de recyclage d'un pigment? Alors, il est évalué à 0,1%, je ne sais pas. Je ne sais même pas où est ce 0,1%. Usage dispersif. L'utilisation fait que je ne peux pas aller chercher cette matière pour la recycler. Et puis, il y a ce problème-là, je vous explose très très rapidement. C'est la durée du stock. Alors, c'est très facile. Une ADN, j'ai consommé ça, j'ai produit ça. Allez, je recycle 100% de mon matériau 1 an après sa production. Ma matière revient, mais j'ai de la croissance de la demande. Donc, il me manque un petit chouïa. Je vais aller le chercher dans la mine, pas de souci. Mais, j'ai quand même posé une hypothèse ici, c'est que j'étais à 1 an de décalage. Le problème, c'est que sur le cuivre ou le fer, on estime que le temps de décalage est de l'ordre de 20 ans. Une pièce entre une poutre d'acier dans un bâtiment qui va durer éternellement et une canette à l'huissier, la moyenne mondiale, globale, c'est de l'ordre de 20 ans d'utilisation. Donc ça reste dans le circuit, ce n'est pas dans le cycle de recyclage. Or, on a 3,5% de croissance par an sur le fer. En 20 ans, ça veut dire plus 100%. Donc, au bout de 20 ans, même si je recycle 100%, je ne couvre que 50% de mes besoins. Donc, j'ai besoin de ma mine. Et puis, vous vous en doutez, la croissance c'est un problème, mais du coup, comme je ne recycle que de l'ordre de 30% de mon métal, le reste est parti, la partie bleue ici, la partie bleue, c'est parti dans la nature. Ça, c'est ma part de matière issue du recyclage par rapport à tout ce que je dois combler en provenance de la mine. Ça fait un gros problème, ça. Notre conception du recyclage est un problème, et la preuve, il est marqué « Recyclez-moi ». C'est le meilleur moment. Il y a marqué « Recyclez-moi ». En réalité, ce qu'on vous demande, c'est « Triez-moi ». Vous voyez le tour de magie sémantique là derrière? C'est vous qui allez refaire fondre l'acier et l'alu et machin? Non, le problème de ça, c'est qu'on est en train de vous faire croire que si vous mettez dans la bonne poubelle, ce sera recyclé. Et il y aura 100%, 0% de perte et tout ira bien. Si, allez, en une seconde. Faut la lire, mais bon. À 3,5% de croissance par an sur le fer, un taux de recyclage estimé à 60%, ce diagramme-là nous indique que recycler l'acier à l'heure actuelle, le fer, etc., nous gagne 12 ans sur l'épuisement des mines. Ouh. Donc c'est pas de la magie, le recyclage, ça coûte de l'énergie, mais c'est toujours mieux que la matière première. Recycler 100% à l'infini, ça n'existe pas, c'est une pivot. Les principales limitations, c'est l'insuffisance de la collecte, la dégradation de l'usage par l'insuffisance du tri, parce qu'il y a une complexité des conceptions et des matériaux, la dispersion de la matière par les usages et les procédés, et la croissance perpétuelle de la demande. Tant qu'on aura une croissance de la demande, il faudra aller chercher la matière dans la mine. Et même si vous tenez compte des pertes lors des procédés de recyclage, en réalité, il faudrait une décroissance de la demande pour pouvoir alimenter 100% du système par de la matière recyclée. Ma conclusion. Retour au développement durable. Alors là, tout à l'heure, c'était l'énergie primaire. Là, cette fois-ci, c'est l'empreinte écologique, calculée en hectares globaux. Vous savez, c'est quand on nous dit le jour du dépassement, aujourd'hui, on a dépensé tout ce qu'on avait à utiliser en termes de ressources renouvelables. Les courbes sont proches, ça se ressemble. Voilà, je voulais venir sur ce point-là. 1989, définition internationale du développement durable.
dans le rapport Brundtland. C'est quoi? C'est-à-dire le rapport Brundtland auprès des Nations Unies. On nous dit, le développement durable, c'est ça. C'est marqué après, c'est pas après, c'est celle-là. Ah, je vais trop loin. C'est là. Le genre humain a parfaitement les moyens d'assumer un développement durable, de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. La suite, elle est moins connue. La notion de développement durable implique certes des limites, il ne s'agit pourtant pas de limites absolues, mais de celles qu'impose l'état actuel de nos techniques et l'organisation sociale, etc., etc. Là, on est sur un point capital. Parce que la recherche récente, elle nous dit qu'il y a 9 limites planétaires au moins, dont au moins 3, voire a priori 6, ont déjà été dépassées. On a une contradiction ici. Ma conclusion, elle est très simple. Le développement durable, c'est une théorie qui est falsifiée. On sait scientifiquement aujourd'hui que c'est faux, parce que ça repose sur l'idée qu'il n'y a pas de limite absolue. Or, il y a des limites absolues. Méfiez-vous de ce qu'on vous vendra dans le développement durable. C'est bon, je m'arrête là. Ça ne veut pas dire faites n'importe quoi, hein, on est d'accord. Merci beaucoup pour ce magnifique exposé. Merci aussi d'avoir été attentif. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps pour poser des questions. Je pense qu'il va y en avoir. Donc, on n'a pas de micro qu'on peut déplacer dans les coulisses, dans l'assistance. Donc, si vous voulez prendre la parole, je vous invite à vous lever et à parler suffisamment fort pour qu'on vous entende correctement. Voilà, donc je lance la partie questions. N'hésitez pas à lever la main, demander la parole. Oui. Très variable. En général, ils ont des conventions, des fournisseurs. Ils peuvent venir avec directement. C'est très variable. Si vous avez entendu parler de la fameuse montagne d'or en Guyane, ils devaient du coup acheminer l'électricité sur 200 km de forêt. C'est un des problèmes qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Après, souvent, ils installent leur propre antenne, parce que c'est rarement en ville aussi. L'exemple que j'avais en tête, c'est très particulier, c'est quand même aussi pour que vous preniez conscience du niveau auquel on est. Il y a une quinzaine d'années, un grand pétrolier français, je ne nommerai pas, oui, un grand pétrolier français a décidé de voir s'il pouvait se lancer dans les exploitations des sacs bitumineux au Canada, dans l'Alberta. Et l'une des deux raisons qui font qu'ils ne sont pas allés, c'est qu'ils ont calculé, ils ont fait leur programme énergétique, ils ont proposé à l'État d'Alberta de construire sur site une centrale nucléaire pour alimenter leur exploitation de pétrole. Et ça a été refusé. Donc voilà, forcément, il y a beaucoup de cas où les exploitations sont assez isolées et ils sont contraints de fournir leur propre énergie. Un autre exemple sur les sites de pétrole aussi en Sibérie, ce sont probablement les locaux de travail les mieux chauffés de la planète. Parce qu'ils exploitent le pétrole, il y a du gaz qui vient avec toujours, et la tradition dans le monde du pétrole, c'était de faire brûler le gaz. Vous voyez les tubes de pétrole avec les armes dessus, en fait, c'était difficile de récupérer le gaz, donc simplement, les forces l'ont brûlé. Et depuis quelques temps, notamment en Sibérie, ils utilisent ce gaz pour chauffer directement les bâtiments. Et ils sont chauffés à 30 ou 32 degrés. Parce qu'ils ont du gaz à foison et que l'acheminer, c'est compliqué, c'est de faire de voilà,
indice de développement humain élevé et moins de 1 planète par an pour sauver un température chronographie. Il n'y a personne. Il n'y a personne dedans et vous avez les pays riches ici, les pays pauvres ici. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que ceux-là vont descendre là ou ceux-là vont descendre là. Mais si tout cela, on veut les faire vivre dans les mêmes conditions que nous aujourd'hui, on va brûler la planète. Sur l'énergie, on va vérifier par rapport au énergie. Alors, si vraiment vous voulez une perspective encore plus noire, si demain on a la fusion nucléaire, problème d'énergie résolu. Vous voulez une échelle, je ne sais pas, de 10 000. C'est pas un problème d'énergie résolu. Mais du coup, effectivement, on a les moyens de faire sauter cette planète. On a les moyens de faire une planète à la Star Wars complètement couverte de bâtiments sans qu'il reste un arbre sur ce sol. C'est pas non plus une perspective de vie. Parce qu'il y a... Ah oui, c'est ça le point important. Je vais essayer d'exposer calmement, clairement, et sans trop en faire. Les gains d'efficacité que l'ingénierie a réussi à réaliser n'ont pour l'instant pas été investis dans une baisse de la consommation. Ça a été réinvesti dans un surplus de production. C'est l'économie qui fonctionne comme ça. Une des solutions, ce serait effectivement que les gains d'efficacité soient utilisés pour diminuer la consommation. Et là, on est face, vous avez entendu parler des phéromones déjà? Ah. Les phéromones, très simple. Améliorer l'efficacité individuelle d'un procédé, d'un appareil, de ce que vous voulez, vous donne un avantage économique qui va se traduire facilement par un surplus de vente et donc un surplus de consommation de matière et d'énergie. Donc vous diminuez la consommation unitaire, mais vous augmentez la consommation globale. On a des pièces d'exemples de ça, les consommations des voitures, la 5G. La 5G qui a été vendue en tant que beaucoup moins énergivore, sauf que, je ne sais pas sur celui-là, on a une citation du PDG de Bouygues Télécom devant l'Assemblée nationale qui nous dit clairement, textuellement, la 5G va faire augmenter les usages et donc augmenter l'énergie. Oui. Bio local, je suis à vélo. Tous les petits gestes que vous dites, j'ai fait. Le problème, c'est que. Alors, ça, on a des trucs. En France, à l'heure actuelle, on est
on est sur une empreinte de l'ordre de 30 années. C'est-à-dire que si tout le monde dans le monde se comportait comme nous, on serait à 30 années, au lieu de 1,7 et 20. C'est déjà trop. Le gros problème, c'est que les petits laits ne peuvent pas suffire à faire passer de 3 à 1. C'est pas n'importe quelle action, c'est pas le fait de faire de l'eau pour aller bosser qui change pas. Ça joue un effet beaucoup plus grave. C'est important que je le fasse. Ça se fera pas. De façon systémique, on est dans un des roues, des freins, des machins, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui part? On peut le faire. Et la méthode de faire tous les efforts-là, de recruter, en soi, là, il y a 6 BTI en développement, par exemple l'Inde, il y a peut-être pas 1 milliard, mais il y en a beaucoup qui vont accéder à une classe moyenne, qui vont savoir une voiture, des choses comme ça. Donc au final, si les actions de l'Europe, elles sont exploitées par rapport au développement des pays. Alors, il y a deux choses à voir. La première, c'est qu'effectivement, on a un problème. Ce diagramme-là, il le traduit très bien. Il y a un dialogue perpétuel, et ça se lit dans les textes, un dialogue des choses comme ça. Il y a une opposition perpétuelle entre les pays riches qui disent aux pays pauvres doucement parce que vous allez polluer. Et les pays pauvres qui disent arrêtez, c'est vous. Redescendez d'abord. Et nous, on a pas ça. Donc on a ce problème de toute façon. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la réponse que j'ai envie de faire, c'est que l'idée Cyrano de Bergerac. Le plus important, c'est le panache. C'est pas parce que les autres vont faire des conneries que nous, on n'a pas le droit d'être beaux. Et si on doit mourir bêtement, mourra bêtement, mais avec une plume sur ça. Il y a la question climatique qui se pose parce qu'elle est plus urgente que communication. Et de toute façon, population ou pas population, alors là, on va rentrer dans le rapport méthode. Et si vraiment, allez, vous êtes motivé, vous avez envie d'en savoir plus, vous allez lire le rapport méthode, il est disponible en ligne. C'est le rapport qui a lancé beaucoup d'actions au niveau international, des Nations Unies, etc. C'est en 1972. Il est disponible en ligne en anglais. Vous pouvez sauter allègrement les 70 premières pages qui est écrit ce que c'est une exponentielle. Et vous passez au modèle. Le rapport méthode, c'est le travail de chercheurs qui ont fait le premier modèle monde et informatique. Et puis une dynamique des systèmes et tout. Ce que nous dit le rapport, c'est pas les dates, les dates prévisionnelles parce qu'il nous dit clairement que c'est pas important. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en fonction de nos besoins, de nos consommations de ressources, de la pollution que ça génère, etc., l'utilisation des sols, le modèle arrive systématiquement sur un effondrement de la population mondiale parce qu'on est allé trop loin. Donc, les prévisions de la population mondiale qui se stabilisent vers 2080, mais ce sera trop tard. Oui. On va les perdre. Ouais, on va les perdre. Là, moi, je suis contraint de vous dire que je ne peux qu'espérer que ça joue à horizon 300, 400, 500 ans. Et du point de vue de durabilité, ce qui est souvent pris en compte, c'est se dire au moins 100 ans. C'est-à-dire pas moins, pas plus longtemps. Et si c'est dans 300 ans qu'ils commencent à avoir des problèmes, alors là, c'est quand même le temps de réfléchir. Mais oui, effectivement, la courbe, c'est de la thermo. Il y a un apport quand même. Si on veut réfléchir en thermo, il y a quand même un apport d'énergie solaire. Avec un peu de chance, on peut s'en sortir.
pays en orange qui est juste au moment 3 à peu près. Et Middle East Central Asia, je n'ai pas trouvé ce que c'était comme ça. Il y a un document du texte. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. On va retomber sur la question de notre énergétique avec des sources d'énergie suffisamment abondantes et en fait pour rester là. Mais c'est l'autre travail du ingénieur. Par rapport aux matériaux, par rapport à la fonction du permafrost, est-ce que ça va nous permettre d'avoir encore plus de matériaux? Il est probable que les gens doivent aller chercher. Maintenant, c'est pas ça qui les empêche d'aller chercher dans l'actuel. C'est pas le enfin, je veux dire, toute la Sibérie, il y a plein de types d'exploitation minière. C'est pas ça qui les empêche de rouler. J'ai vu passer une photo il y a quelques temps d'un port d'acheminement de matières premières au nord de la Sibérie. Il est pris dans les glaces 10 mois par an. Il s'en sert quand même. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus que ça à aller chercher. Il y a des choses forcément. Il y a un autre point à prendre en compte, c'est que la majeure partie de cette matière première est chez nos amis les Russes. Nos amis du moment. On est très copains. Ah oui, ça c'est un point. Alors, ouais. Ah, mais c'est vraiment pour le plaisir parce que je suis. L'écrasante majorité de ce qui reste dans les mines russes et dans le pétrole et le gaz russe se situe à l'est du territoire. Et donc va beaucoup plus facilement aller alimenter le marché chinois que le marché européen. Donc on est dépendant, mais en plus on en besoin moins. Quelles sont les plus grosses tensions géopolitiques générées par la convoitise de ressources entre les pays, que ce soit en Europe ou en Amérique? Alors, je vais commencer par quelque chose de petit, mais de pas négligeable en Europe. L'indépendance de l'Écosse. La majeure partie du pétrole de la mer du Nord est sur le territoire de la Grande-Bretagne et sur le territoire de l'Écosse. Et ça génère des tensions. C'est loin d'être négligeable. D'une part, ça génère des tensions au sein du Royaume-Uni, mais même entre les indépendants. Le S&P est favorable à l'exploitation du pétrole, il est vert, qui sont aussi des indépendantistes en Écosse, sont bons. C'est pas un... Après, dans le reste du monde, les grosses tensions, on les voit pas forcément. Il y a toujours la tension Arabie Saoudite qui rentre. Et c'est manifeste. Il s'est passé un truc d'ailleurs il y a 3 ans. C'était très bizarre. Il y a eu un incident, une explosion et l'anéantissement d'un site pétrolifère en Arabie Saoudite. Et les Saoudiens ont accusé les Iraniens. Il y a toujours des tensions aussi entre les sunnites et les chiites. Les Saoudiens ont accusé les Iraniens. Il y avait tous les éléments pour que ça débouche en guerre mondiale. Et puis rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre. Les États-Unis attendent que ça, que quelqu'un accuse l'Iran quelque chose. Je ne sais pas. C'est bizarre. Et ça s'est complètement passé en étant des secondes. Ils ont juste voulu masquer le fait qu'ils avaient un truc qui était assez.
J'ai promis que je ne raconterai pas ces histoires, donc je ne vais pas le faire, mais des histoires de l'évolution au Congo et en Angola, de la question du pétrole. C'est rarement une ressource pour les pays. Après, il y a des exemples de non-tension. Les Norvégiens qui ont reposé l'intégrité de leur système social sur le fait qu'ils vendent du pétrole aux autres. Pour l'instant, ils ont l'air compris. Moi, j'ai des questions de rapport avec vous et avec vous. Comment vous avez su que vous n'étiez pas le bien ingénieur? C'est un marqueur. J'étais en stage. Alors, en fait, tout ce que je vous ai raconté, j'étais en stage, c'est la part. Dans cimentier. Et ce que j'y ai fait, j'étais dans la R&D. Et je me suis dit, si ça, j'appelle ça quelque chose de scientifiquement correct, c'était juste pas grave pour moi du point de vue intellectuel de pratiquer les résultats pour que ça fasse toujours. En gros, les conclusions que j'ai apportées à mon étude disaient voilà le résultat expérimental. Je pense que ce résultat est faussé par ce biais-là qui paraît national. Ils ont enlevé la fin. Ils ont enlevé le biais. Donc j'ai décidé qu'il fallait que je fasse une chose de faire après, j'ai appris sur mon délire. C'est-à-dire que l'ingénieur, on a tendance à penser l'ingénieur comme quelqu'un qui va résoudre des problèmes. Essayez de penser l'ingénieur comme quelqu'un qui a le droit de reposer des problèmes. Parce que si c'est pour résoudre des problèmes qu'on vous a posés sans examiner les problèmes, c'est un peu dommage. C'est probablement une des sources des problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Donc ayez une éthique, osez dire non. Alors moi je vous dis ça aussi, c'est un discours que je fais facilement à mes petits frontaliens. Ils n'ont pas de grosses difficultés à trouver un travail. Ils peuvent largement se permettre de dire non, je me barre. Ça ne leur pose aucun problème. C'est pas le cas de tout le monde, je sais bien, mais plus vous serez nombreux à dire non, ce sera facile. Et là aussi, c'est un discours que j'entends de plus en plus parmi les entreprises, notamment partenaires des centrales. Ça, c'est comme total. Or, nous avons vraiment du mal à recruter. Vous ne pouvez plus venir chez vous. Restructurez-vous, changez, faites quelque chose. Et alors là, allez, je vais même défendre Total une seconde tellement que le fait est que, parce qu'ils n'arrivent plus à recruter, parce qu'ils ont un problème à un niveau, le budget d'investissement de Total, aujourd'hui, est majoritairement tourné vers les renouvelables par rapport aux exploitations, à l'exploration traditionnelle. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Ça ne suffit pas, ils continuent de chercher du pétrole et du gaz, etc. Ils vont continuer en vente, ils ont payé pour 40 ou 50 ans. Mais il y a quand même un changement, il y a quand même une prise en compte de quelque chose. Vous avez un peu.
Même moi, ma petite échelle, j'ai dit non sur un projet de recherche avec le guide sur les émissions de particules de freinage. Il y a des dangers, etc. On dit vous les mettre dedans parce que ça salissait les jambes des voitures. Bon, bah voilà, on est pris dedans, on a dit non. Bah, du coup, il y a plus de vie en partenariat. Tant pis pour eux. On peut faire ça. Il ne vous restez pas tout seul ce soir, hein.